Les résultats de l'autopsie du corps d'Alexia Daval, le cadavre de cette femme de 29 ans avait été retrouvé calciné lundi près de Gray en Haute-Saône. L'autopsie a été concluante d'après la procureure de Besançon. Précision Mathias Tesson. C'est une information déterminante qui a été transmise ce vendredi aux journalistes par voie de presse. Cette information, elle provient de la procureure de Besançon qui a expliqué deux choses. D'abord, la première, que les enquêteurs connaissent désormais les raisons de la mort d'Alexia, 29 ans. La seconde, c'est que l'autopsie n'est en réalité pas encore tout à fait terminée. Elle devrait se poursuivre dans les prochaines heures pour tenter d'en connaître encore un peu plus sur les détails, les circonstances qui entourent la mort de la joggeuse de 29 ans. L'enquête, elle se poursuit ici aussi à Gray, puisque ce vendredi, on a pu observer par exemple un hélicoptère de la gendarmerie en train de survoler la ville, sans doute à la recherche de nouveaux indices. Et puis, il y a également toute cette partie prévention réalisée là encore par les gendarmes ici à Gray auprès de la population choquée que les gendarmes tentent de rassurer sur la présence éventuelle ici à Gray ou aux alentours d'un éventuel coupable. Bonsoir Laurent Montet. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes docteur en criminologie. Comment une autopsie peut-elle être concluante, pour reprendre les termes de la procureure de Besançon, quand le corps est calciné ? Il peut y avoir un certain nombre d'éléments déjà à l'intérieur du corps qui a été protégé parce que la carbonisation n'a pas entamé l'ensemble du cadavre. Il peut y avoir aussi des indices de type ADN qui ont été malgré tout préservés, notamment peut-être dans différents orifices. Il peut y avoir enfin un certain nombre d'éléments liés à la destruction partielle. Et donc dès lors qu'elle est partielle, il y a effectivement toute la partie préservée qui est étudiable. Et puis un corps calciné peut être en soi un indice. Tout à fait. C'est un indice à la fois peut-être par les accélérateurs qui auraient éventuellement servi, ça peut être d'un point de vue plus psychocriminologique. Un indice peut-être aussi sur le profil ou des meurtriers. Une manière soit basiquement de tenter de détruire de manière plus organisée les traces et indices, mais ça peut être aussi une forme d'acharnement, de dégradation donc plus inorganisée dans ce cas-là, ou effectivement une sorte de colère riposte sur la victime. Tous les meurtriers ne procèdent pas ensuite, ne brûlent pas le cadavre de leur victime, évidemment. Donc en soi, ça peut aiguiller les enquêteurs vers un type de profil. Comment on procède pour tenter de remonter jusqu'à ce meurtrier ou ces meurtriers, justement? Là, actuellement, par exemple, il peut être très loin. Oui, il y a bien sûr les méthodes classiques d'investigation qui vont partir du cadavre, de la scène du crime, des indices, puis d'élargir le cercle des investigations de manière très méthodique. Et je fais totalement confiance à la gendarmerie nationale pour remonter petit à petit cela. Et puis il y a la partie effectivement complémentaire, c'est-à-dire la partie plus psychologique, les motivations, l'ensemble des éléments qui de bon sens permettent quand même d'orienter un tant soit peu les enquêteurs vers un premier profil de suspect. Rien que par le bon sens. Parfois, effectivement, lorsqu'on a, par exemple, quelqu'un qui tente de carboniser ou de cacher des indices, on a quelqu'un d'organisé. Qui dit organisé dit plutôt prémédité, contrôle. Donc on peut imaginer que l'enlèvement et le meurtre d'Alexia Daval aient été organisés, planifiés, prémédités. Alors, il est bien sûr trop tôt pour dire ça, d'autant qu'on n'a pas tous les éléments. Mais j'indique simplement qu'il y a des éléments qui orientent à une tendance générale qu'on observe lorsque on tente de dissimuler les indices. C'est typiquement organisé. Il y a d'autres éléments, comme par exemple le fait d'avoir brûlé ce cadavre sans que personne n'ait pu apparemment relever une observation de cet incendie. Et donc de ce fait, on a plutôt tendance à penser qu'il y a eu un temps de rencontre entre l'auteur et sa victime, un temps où elle aurait été enlevée, et comme on n'a rien vu, rien entendu durant la journée, on peut estimer qu'il y a peut-être un kidnapping quelque part, un enlèvement, et donc un véhicule peut-être aussi se faisant. Et ça nous oriente vers la psychologie, une certaine forme de psychologie du meurtrier ou pas? Tout à fait, d'autant qu'on est plutôt sur le type de joggeuse en termes de victime, donc on a plutôt une orientation sexuelle, on a plutôt une orientation de quelqu'un qui est voyeur, qui tend effectivement à plutôt surveiller les lieux. C'est le point commun en général dans ce type d'affaires? Comment? C'est le point commun en général dans ce type d'affaires, des jeunes femmes parties courir qui se font enlever et tuer. C'est malheureusement pas la première fois que ça arrive. L'aspect sexuel?
que vous évoquiez. Oui, c'est en général le point commun. Il y a une tendance générale. Il faut toujours être très prudent, mais il y a effectivement une tendance générale à voir quelqu'un qui cible une proie et de type sexuel, effectivement. Mais tout est ouvert. Encore une fois, on ne peut pas donner des éléments déterminants à partir du moment où on n'a pas l'ensemble des éléments. Mais malgré tout, il y a un premier profil, une première orientation qui me semble être plutôt celle-là dans un premier temps. Concernant le travail de nos enquêteurs, est-ce que la technologie, et si oui, quel type de technologie se mettent à leur service dans ces cas-là? Tout, parce que là on est dans une enquête compliquée par définition. On n'a pas beaucoup de témoins. À mon avis, les caméras de vidéosurveillance ne vont pas donner grand-chose. On a des indices d'autopsie, tant mieux. Là, on a effectivement une avancée, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, en tout cas, rien de capital ou de visible à l'évidence. Donc, on est plutôt dans une ambiance, une atmosphère quand même d'un individu qui a tenté d'essayer d'enlever des indices. Donc, partant de là, on est forcément à rechercher toutes les méthodes classiques, l'investigation bien courue qu'on sait faire, les éléments sans doute psychocriminologiques, puisque probablement que dans ce cadre, on a plus affaire à un individu qui connaît pas ou peu la victime, qui a une motivation fantasmatique ou pathologique statistiquement parlant, et qui de ce fait a une logique personnelle qui ne répondrait pas à l'argent, à la vengeance ou à la passion telle qu'on peut l'imaginer, version un peu Colombo si vous voulez, et qui donc répond à une logique quand même où son esprit criminel a tendu vers le ciblage d'une proie qui répondait au type de femme qu'il souhaitait. C'est plutôt ça la tendance. Et est-ce que dans ce type de dossier, les enquêteurs font appel à des professions comme profiler, par exemple? Parfois on entend parler. Est-ce que là, ça peut être le cas? Je pense que oui. D'ailleurs, je rappellerai que la gendarmerie a un département des sciences du comportement avec merci pour des personnes. Français, parce que j'ai bien sûr. un anglicisme. Il n'y a pas de souci. On les appelle d'ailleurs les analystes comportementaux, plutôt à la française. Je pense, oui, effectivement, que la gendarmerie doit recourir à eux, et tant mieux. Je leur souhaite. Sans forcément d'ailleurs avoir d'éléments, mais peut-être imaginer ce qu'il y a pu avoir dans la tête du meurtrier. Alors justement, en fait, c'est ça un analyste comportemental se fonde toujours sur des faits. Il n'imagine pas. D'accord. Il se fonde vraiment sur les éléments d'abord matériels, médico-légaux, les vrais témoins recoupés, vérifiés, confrontés, etc. Il part vraiment de cela. Simplement, au lieu peut-être de déduire un certain nombre d'éléments de type alibi, classique, il va en déduire effectivement une tendance plutôt à l'organisation, une tendance plutôt donc à une motivation fantasmatique, une tendance plutôt à rechercher quelqu'un qui, un peu comme un puzzle qu'on reconstitue pièce par pièce psychologique, donne une cohérence au sens, à la continuité de ce qu'il fait. Et donc de ce point de vue-là, clairement, il y a un portrait qui va progressivement se dessiner auprès des enquêteurs, et je leur souhaite effectivement encouragement pour cela. Merci Laurent Montet, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise qu'une marche blanche est donc prévue dimanche à Grès, à l'initiative des parents d'Alexia Daval.